pourquoi tu dois contrôler ta TSH si tu as du mal à perdre du poids et qu'en plus tu as une sensation de gonflement, de lourdeur, de sensation vraiment que ton métabolisme est au ralenti. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais d'abord commencer par t'expliquer mon expérience avec ça et ensuite je vais t'expliquer tout le point de vue scientifique, etc. via mes recherches, mais aussi mon expérience de naturopathe. Donc c'est parti. Avant tout, je te présente Mitsuki qui nous présente son petit train arrière. Mitsuki, tu dis bonjour? Voilà. Donc ne t'étonne pas, il y a Mitsuki qui fait partie de la vidéo. Récemment sur Instagram, je vous ai parlé de ma sensation que mon métabolisme tournait au ralenti, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et que je devais faire une prise de sang pour contrôler ma thyroïde. Chose que j'ai faite et effectivement, il y avait bien quelque chose puisque ma TSH était à 2,2. Alors, c'est quelque chose que je vais vous expliquer après, mais c'est vrai que c'est pas forcément très parlant et judicieux de contrôler ou en tout cas d'aller regarder que à la TSH et en général c'est plus intéressant d'aller regarder avec la T3 et la T4, sauf que visiblement quand j'ai parlé de tout ce que je ressentais, etc. à la médecin généraliste que j'avais en face de moi, et c'était la première fois qu'elle me voyait, j'ai eu la sensation que voilà, elle prenait pas trop les choses au sérieux, en mode oui bon, elle est jeune, elle fait du sport, elle va bien, elle est pas en surpoids, sa thyroïde va très bien quoi. J'ai eu la sensation un peu qu'il y avait ça, et peut-être que c'est pour ça du coup qu'elle a pas mis la T3 et la T4, et moi sur le moment, j'ai pas vu sur la prise de sang, je lui ai vraiment fait confiance parce que j'ai vraiment insisté sur ça. Donc en fait, je me suis dit c'est logique, elle va le mettre. Et en fait, non, elle l'avait pas mis. Mais bon, bref, c'est pas grave. La TSH nous informe quand même de quelque chose. Et en fonction du stade, ça peut être plus ou moins pertinent d'aller regarder la T3 et la T4. Mais je pense que d'ici 3 mois, je referai un contrôle et là, je demanderai le dosage de la T3 et de la T4. Ceci étant dit, j'ai bien fait d'aller faire cette prise de sang puisque ça a vraiment confirmé ce que je ressentais malgré que on était vraiment sur des tout petits signes. C'est-à-dire les tout petits signes qui m'ont alerté, c'était une prise de poids qui était inexpliquée, c'est-à-dire je n'avais pas changé mon hygiène de vie, je suis quand même très sportive, j'ai une très bonne alimentation, donc vraiment c'était inexpliqué. Une légère sensation de fatigue, mais ça vraiment assez léger, anecdotique, on peut le mettre sur plein de choses. On est en plein dans l'automne, j'ai un petit bébé, donc les nuits sont pas toujours, voilà, il suffit qu'il y ait les dents ou ceci ou cela, voilà. Donc ça, la fatigue encore, je l'ai pas trop mis dans le package, mais bon, je l'ai quand même noté dans un coin de ma tête. Mais les autres symptômes qui m'ont surtout fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était voilà, c'était cette prise de poids qui était inexpliquée. Et aussi, un léger retard de règles avec des douleurs, des sensations de crampes, d'inconfort au moment de l'ovulation, chose que je n'avais jamais eu auparavant. Donc en fait, tous ces petits symptômes-là, qu'on pourrait dire « oh, c'est normal »,« oh, ça arrive », bah non, c'est pas normal et ça n'arrive pas. Et j'espère aussi justement qu'après cette vidéo, ça va encore plus vous faire comprendre, enfin vous faire prendre conscience que c'est hyper important en fait d'être à l'écoute de son corps et que chaque petit symptôme a son mot à dire. C'est pas pour rien quand il y a un symptôme qui arrive, c'est toujours l'expression du corps, le corps qui te dit attention, là j'ai perdu l'équilibre et je suis en difficulté, j'arrive pas à le retrouver. Donc en tout cas, moi j'ai pris vraiment ces symptômes-là, ces appels-là de mon corps très au sérieux et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette prise de sang. Et quand je vous en ai parlé sur Insta, ça vous a vraiment intéressé, ça vous a interpellé, vous vous êtes beaucoup reconnu aussi, je pense, dans mon témoignage parce que beaucoup m'ont dit « Oh là là, mais moi aussi, j'ai demandé plusieurs fois à faire contrôler ma thyroïde, mais ma médecin ne veut pas. » Ou alors « Ah, mais moi aussi, ma médecin m'a dit que mon taux de TSH, etc. était normal alors que moi, je sens bien qu'il y a un souci. » Eh bien, je vais tout vous expliquer, en tout cas qui est hyper important de comprendre là au travers de cette vidéo, c'est qu'encore une fois, en France, on est hyper en retard sur les données scientifiques et donc sur le fait que nos fourchettes au niveau de la TSH sont complètement passées, old school, d'accord, elles sont pas à jour, ce qui fait qu'il peut y avoir des données qui sont mal interprétées et une sensation en fait d'errance pour certaines personnes parce qu'on leur dit bah non tout va bien alors qu'elles dans leur corps elles ressentent bien que
bah s'il y a quelque chose. Donc, on va commencer déjà par les bases. On va revoir ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est que la thyroïde, la TSH, la T3, la T4, comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Et après, je vais vous donner mes meilleurs conseils de naturopathe pour que vous puissiez vous aussi mettre en place des choses. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait et je vais vous expliquer avec ma vision holistique de naturopathe, là où c'est pertinent selon moi d'aller travailler quand on a un trouble de ce type qui apparaît dans notre vie. Alors, je tiens tout de même à préciser que cette vidéo ne traite pas de l'hypothyroïdie clinique ni de l'hyperthyroïdie clinique, ni de la maladie d'Hashimoto. D'accord? On n'est pas dans ces cadres-là. Donc, c'est pas en gros, ne regardez pas cette vidéo parce que si, vous allez quand même apprendre des choses et ça va vous être utile dans la gestion de vos symptômes. Je pense en fait qu'il faut pas que vous vous disiez « Ah oui, mais moi, c'est pour ça du coup que mon traitement ne fonctionne pas. » Non, d'accord, là ce que je vais vous parler, c'est plus de l'hypothyroïdie subclinique, d'un léger ralentissement de la thyroïde. On n'est pas sur des choses qui sont des déséquilibres qui sont déjà bien avérés et avancés. Voilà. C'est surtout ça sur le point sur lequel je vais insister. Alors la thyroïde, c'est une glande que l'on retrouve ici au niveau de la base du cou, qui est en forme de papillon. Et c'est une vraie centrale énergétique. Elle régule plein de choses dans le corps. Elle va réguler ta température corporelle, ton métabolisme. Elle régule ta fréquence cardiaque, ton humeur, ton cycle menstruel. Bref, elle a vraiment un rôle qui est très important. Et elle travaille, ou en tout cas, elle s'exprime au travers de deux hormones, la T3 et la T4, et également la TSH. Mais surtout, elle produit deux hormones, la T4, c'est la forme inactive, et la T3, qui est la forme active. La thyroïde, elle régule, comme je vous le disais, tout le métabolisme, c'est vraiment une centrale énergétique très importante. Et donc, quand elle devient un petit peu flemmarde, qu'elle est un peu fatiguée, bah, ça va se ressentir à plusieurs niveaux et on peut avoir donc cette sensation d'avoir le métabolisme qui est au ralenti, à savoir la digestion qui est lente, de la constipation, des ballonnements. On peut avoir une sensation de frilosité, d'avoir plus souvent froid et surtout cette sensation donc d'avoir des difficultés à perdre du poids ou à en prendre. Parce qu'en fait, comme le métabolisme est au ralenti, bah, on brûle moins de calories et on stocke plus facilement. Donc on peut avoir cette sensation soit qu'on a du mal à perdre du poids ou voire même qu'on va en prendre alors qu'on n'a strictement rien changé à notre hygiène de vie. C'est pour ça que c'est hyper important quand on a ces symptômes-là d'aller contrôler la thyroïde. Alors pour contrôler cette thyroïde, comme je vous disais, il y a plusieurs hormones, plusieurs indicateurs qu'on va aller regarder, notamment la TSH, la T3 et la T4. La TSH, c'est plutôt un indicateur. En fait, son rôle, si vous voulez, c'est d'aller dire à la thyroïde de produire plus ou moins de T3 et de T4. En gros, si elle considère qu'il n'y a pas assez de T4 ou de T3, elle va être plus élevée parce qu'en gros, elle va s'activer pour activer la thyroïde et la stimuler dans sa production de T3 et de T4. D'ailleurs, la TSH veut dire Thyroid Stimulating Hormone. Donc ça veut tout dire. En gros, son rôle, c'est vraiment de stimuler la thyroïde dans son rôle de production de T3 et de T4. Donc en gros, si le cerveau estime qu'il n'y a pas assez de T3 ou de T4, il va stimuler la TSH, augmenter la production de TSH pour stimuler la thyroïde. Et à l'inverse, s'il y a trop de T3, de T4, là, le cerveau va baisser la TSH pour qu'il y ait moins de production de ces hormones-là. Ce qui veut dire que, déjà, quand on a notre prise de sang et qu'on regarde notre TSH, on peut avoir cette sensation de se dire « Ah tiens, moi ma TSH, elle est vers le plateau haut, ça veut dire que je suis plutôt en hyperthyroïdie. » Et puis, si je suis vers le plateau bas, ça veut plutôt dire que je suis en hypothyroïdie. Bah non. Là, c'est l'inverse en fait, c'est un rétro-contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes plutôt sur la fourchette haute, ça veut dire que votre cerveau produit plus de TSH parce qu'il n'y a pas assez de T3 et de T4 ou de T4. Donc du coup, vous êtes plutôt sur le côté de l'hypothyroïdie. Et à l'inverse, si vous avez une TSH qui est proche de la norme basse, là, ça veut plutôt dire que vous êtes du côté de l'hyperthyroïdie. En fait, le cerveau baisse la production de TSH parce qu'il y a déjà beaucoup de T3 et de T4.
et ou de T4. Maintenant, quelle est la différence entre T3 et T4? Alors la T4 ou thyroxine, c'est une forme inactive de stockage. Le corps en produit beaucoup, mais c'est une forme de réserve et le corps va ensuite l'utiliser en la transformant en T3 qui, elle, va avoir une action sur notre corps, nos cellules. Donc en fait, la T4, elle n'a pas vraiment d'action biologique en tant que telle, mais elle a un rôle quand même hyper important parce que c'est à partir de cette matière première que va pouvoir être produite la T3. Et la T3, triiodothyronine, c'est la forme active qui, elle, va vraiment aller agir au niveau de notre métabolisme. Donc le corps va transformer la T4 en T3 grâce à des enzymes, à des réactions bien spécifiques. Et c'est ensuite cette T3 active qui va pouvoir aller agir sur notre métabolisme, le booster, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la T4, c'est pas forcément important en tant que tel aussi. Il faut qu'il y ait une bonne conversion entre T4 et T3. Et donc des fois, on peut avoir un bon taux de T4 et pourtant avoir quand même des symptômes de frilosité, de métabolisme ralenti, de prise de poids, etc. Parce qu'en fait, c'est au niveau de la conversion T4-T3 qu'il y a un souci. Et donc, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer le fait que soit la thyroïde soit un peu ralentie, soit que la conversion en T4-T3 soit perturbée, à savoir le stress, encore et toujours, mais oui, le stress, un changement, etc., de vie, un choc émotionnel, etc., la sensation d'être tout le temps surmené, ça va énormément impacter cette conversion. De même que l'inflammation chronique. Donc là, ça a trait directement à votre hygiène de vie. Un manque de sommeil aussi. Le manque de sommeil réparateur, ça c'est pareil. Ça va bloquer, ça va en tout cas perturber et empêcher cette bonne conversion T4, T3. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et qu'on en vient encore une fois à ma vision holistique et qu'à chaque fois je vous dis allez vraiment chercher à la cause des causes, parce que c'est pas le tout de dire « Ah, mais moi, je prends du poids et je suis frileuse parce que j'ai une hypothyroïdie. » Oui, mais pourquoi tu as une hypothyroïdie en fait? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui crée cette hypothyroïdie, qui favorise le déséquilibre et qui l'entretient? Donc c'est ça aussi, vous savez, que je reproche énormément à notre médecine moderne, c'est qu'en fait, elle a tendance à associer les déséquilibres aux symptômes. Alors que, les symptômes au déséquilibre, alors qu'en fait, il faut aller chercher l'origine du déséquilibre. Qu'est-ce qui crée ce déséquilibre? D'accord? Donc, c'est hyper important de ne jamais vous arrêter au nom de la maladie qu'on vous a possiblement donnée et à toujours vous questionner et vous dire, ok, là, j'ai telle maladie, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, qu'est-ce que je fais dans mon hygiène de vie qui peut favoriser ce déséquilibre-là? Parce qu'il y a toujours des choses dans notre hygiène de vie qu'on peut faire pour aider notre corps à retourner, à essayer de retrouver son équilibre. Donc, en soi, l'hypothyroïdie, ça veut tout et rien dire. Oui, c'est bien, tu sais que tu as une hypothyroïdie, tu sais que ta thyroïde, elle est un petit peu flemmarde ou que la conversion se fait pas bien. Bon, soit, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton hygiène de vie qui favorise ça? D'accord? Et qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place pour contrebalancer ça, pour aider ton corps à retrouver son équilibre, parce qu'on peut toujours aider notre corps à retrouver son équilibre. Je rappelle que c'est vraiment ce qui est inné dans notre corps, c'est son programme de base, c'est de nous ramener vers l'équilibre, de nous maintenir en bonne santé. Donc, notre corps, il veut notre bien et il veut qu'on garde cet équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le perturber? Le sport intense, la grossesse aussi, bien évidemment, tout ça, ça peut perturber donc le fonctionnement de la thyroïde et la conversion T4, T3. Donc en gros, pour résumer, le cerveau, il mesure vos hormones thyroïdiennes. S'il constate que T4, T3 c'est trop bas, hop, il booste la TSH. Si c'est trop haut, hop, il la ralentit. C'est un système de boucle en rétro-contrôle. Et donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est donc qu'une TSH dans la norme ne veut pas dire que tout fonctionne correctement. Même une T4 dans la norme, ça ne veut pas dire que tout va bien. Il faut aller regarder du côté donc de la conversion, donc du taux déjà de T4 et de T3, mais aussi de la conversion, de comment ça se fait. Parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir une TSH normale, une T4 normale et pourtant une mauvaise conversion entre la T4 et la T3. Et du coup, avoir quand même une TSH normale, une T4 normale, mais avoir quand même les symptômes
d'hypothyroïdie, donc digestion lente, constipation, ballonnement, sensation de lourdeur, fatigue, difficulté à perdre du poids, etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les normes, puisque l'on sait un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et c'est là où c'est très intéressant, puisque, comme je vous le disais, en France, on est encore en retard sur pas mal de choses. En France, les normes sont de 0,27 milli-UI par litre à 4 milli-UI par litre. 4,20 même, moi sur ma prise de sang, c'était même marqué 4,20 milli-UI par litre. Sauf que cette plage est vraiment très très large et elle a été faite en faisant des études sur une population très très large qui avait déjà des légers troubles auto-immuns ou des légers troubles de la thyroïde qui n'étaient pas forcément détectés. Vous voyez, avec des micro-symptômes, des choses que pour la médecine moderne, c'est pas grave, ok? Donc du coup, en fait, cette norme, elle a vraiment été tirée vers le haut et elle reflète pas les valeurs d'efficacité maximale de votre thyroïde. Et justement, si on s'intéresse à certaines études qui sont plus récentes, qui ont exclu des personnes qui avaient des troubles auto-immuns ou un goitre ou un fonctionnement un peu ralenti du métabolisme, eh bien que les valeurs optimales, ou en tout cas qui reflétaient un fonctionnement optimal de la thyroïde, étaient en réalité beaucoup plus basses. Je vais notamment vous lire les études que je m'étais notées pour que vous puissiez aller revérifier si derrière ça vous intéresse d'aller lire. Mais il y a par exemple une étude de 2007 de Spencer et al., Journal of Clinical Endocrinology et Metabolism, qui dit que chez des personnes en parfaite santé thyroïdienne, la TSH moyenne se situe entre 0,4 et 2,5 avec un pic autour de 1,4 milliunités par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas au-dessus de 1,6, 1,7 ou en tout cas on va dire au-dessus de 2, ça montre déjà qu'il y a un petit déséquilibre. Et moi c'était tout à fait mon cas puisque le dosage de ma TSH était à 2,2. Donc en s'intéressant un petit peu plus loin, ou en tout cas en allant chercher un peu plus loin, on se rend compte que si j'avais simplement pris en compte ce que la médecine moderne me dit, je me serais dit bon, ma TSH est dans les normes, tout va bien, c'est moi qui ai un peu fumé, faut que je ralentisse le fromage, ou je sais pas, faut que j'aille encore faire plus de sport, alors que bon, si vous me connaissez bien, vous savez que j'en fais déjà beaucoup. Donc vous voyez, je me serais dit non, en fait, tout va bien, quoi, ma thyroïde, elle n'a pas de souci. Alors qu'en fait, si, ça montre qu'il y a déjà un ralentissement. Je vous rappelle que c'est en rétrocontrôle. Donc là, la TSH a été au-dessus. Ça veut dire qu'en gros, le cerveau essaye de stimuler la thyroïde pour qu'elle produise plus d'hormones. Il y a aussi une autre étude qui est intéressante, celle de Hollowell et al. En 2002, qui a été faite sur plus de 13 000 adultes, où là, la médiane était de 1,39 milli-UI par litre. Et ceux qui avaient une TSH au-dessus de 2,5 avaient plus souvent des anticorps antithyroïdiens positifs, donc des signes d'un Hashimoto débutant en fait. Donc ça, c'est hyper pertinent et vous voyez, ça montre à quel point, encore une fois, on va pas, la France ne sait pas, la médecine ne s'est pas encore adaptée. Alors vous allez me dire peut-être que d'un point de vue scientifique, ces études ne sont pas assez fortes, assez pertinentes et aussi peut-être, et certainement je pense que c'est ça, qu'il n'y a pas assez d'études qui est faites sur ce sujet-là. Sauf que si, il y a quand même d'autres études qui ont corroboré ces résultats et surtout après, je vais vous expliquer qu'il y a aussi notamment des pays qui ont des normes qui sont complètement différentes des nôtres et ça je trouve que c'est quand même assez parlant. Mais notamment, il y a une étude qui est très intéressante de 2014 qui a été publiée dans European Journal of Endocrinology qui expliquait en fait que les personnes qui avaient une TSH plus élevée et ce même dans la norme ont un métabolisme de base qui est plus faible, une masse musculaire qui est moindre et une tendance au surpoids. D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, ça restait quand même dans les normes. Mais malgré tout, il y avait ces symptômes-là. Donc ça vient corroborer les études précédentes que je vous ai citées. Et il y a une autre étude encore aussi qui était, je trouve, intéressante. C'est celle de Knudsen et al. Qui a été publiée en 2005, qui explique qu'une TSH entre 2,5 et 4 s'accompagne d'un cholestérol LDL plus élevé et d'une sensibilité à l'insuline diminuée. Donc là encore, ça montre qu'il y a quelque chose au niveau du métabolisme qui ne se passe pas normalement. Donc, en naturopathie et aussi en médecine fonctionnelle,
on parle de zone optimale. Et en fait, cette zone optimale, elle va se situer, comme je vous le disais, entre 0,4, 0,5 et 1,5. Allez, on peut pousser jusqu'à 2 grands max, mais je vous avais dit que le pic était quand même autour de 1,4. Et c'est dans cette fourchette de 0,5 à 2 que l'on va avoir un métabolisme qui fonctionne vraiment de façon optimale. Donc le métabolisme fonctionne bien, la thyroïde répond bien à la TSH et la conversion T4, T3 est optimale. Et c'est là que c'est intéressant, c'est donc que en médecine fonctionnelle, en naturopathie, à partir du moment où ça avoisine les 2,2, comme dans mon cas, 2,4, etc., on va déjà commencer à parler d'hypothyroïdie subclinique. Subclinique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore pas une hypothyroïdie qui est vraiment avérée, installée, mais il y a déjà, en fait, si vous voulez, des signes qui montrent qu'il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là et surtout qu'il doit être pris en compte. C'est ça qui est hyper important. Donc encore une fois, là où la médecine moderne vous aurait dit « bah non, c'est bon, en fait, c'est dans les normes », en médecine fonctionnelle, en naturopathie et dans certains pays, on va déjà quand même en fait le prendre en considération et dire « attention, voilà, il faut qu'on modifie certaines choses, qu'on vienne agir sur certains leviers parce qu'effectivement, ça montre que là, si on laisse continuer comme ça, il peut y avoir un déséquilibre au niveau de la thyroïde. » Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement quand on s'aperçoit qu'on a ces symptômes-là, que effectivement on se retrouve dans la même situation que moi, c'est-à-dire effectivement, il y a bien des signes en fait d'hypothyroïdie mais subclinique et donc on veut retrouver l'état d'équilibre. Alors déjà, comme je vous disais, il faut toujours aller s'intéresser aux causes primaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous avez favorisé ce déséquilibre dans votre corps. Donc par exemple, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce qui pouvait entraver ou perturber la bonne conversion entre la T4 et la T3. Je vous ai parlé de l'inflammation chronique, je vous ai parlé du manque de sommeil, je vous ai parlé du stress, je vous ai parlé du choc émotionnel, enfin des chocs émotionnels. Tous ces facteurs peuvent perturber le fonctionnement général du corps et donc créer une hypothyroïdie subclinique. Moi, dans mon cas, par exemple, ça a été assez facile à comprendre dans le sens où je suis devenue maman. Et comme je vous le disais, la grossesse aussi peut perturber la thyroïde dans son fonctionnement. Donc en général, c'est pas rare qu'il y ait des femmes qui développent des troubles de la thyroïde, que ça soit pendant la grossesse ou en postpartum. Et en fait, le postpartum, j'ai envie de vous dire, oui, c'est assez logique. Alors ça ne veut pas dire non plus que ça va être une hypothyroïdie hyper importante et avérée, mais effectivement, il y a énormément de femmes qui peuvent être dans mon cas, après une grossesse, en tout cas après avoir accouché, tout simplement parce que on est fatigué. Les nuits sont assez perturbées, c'est-à-dire que le sommeil chez un bébé, c'est jamais acté, d'accord? C'est jamais, on peut jamais vraiment dire ça y est, il fait ses nuits, tout va bien, parce qu'en fait, oui, nous par exemple, on a un bébé qui a fait ses nuits très tôt, mais après il suffit qu'il soit malade, hop, les nuits sont perturbées, il fait les dents, il le tolère pas bien, hop, les nuits sont perturbées. Il grandit, il fait les terreurs nocturnes, hop, les nuits sont perturbées. Et donc, nous, je veux dire, on a un bébé qui, globalement, dort très bien. Mais vous voyez, des fois, il y a des périodes où, forcément, on dort c'est un peu plus compliqué. Et puis moi, il y a eu clairement aussi le moment où on l'a passé dans sa chambre, qui a été compliqué pour moi. Et où même si lui dormait bien, moi, en fait, je me réveillais 2 fois dans la nuit pour aller vérifier dans sa chambre en fait s'il dormait bien, si tout allait bien. En fait, j'avais gardé cet état un peu d'hypervigilance malgré que qu'il dormait bien et qu'il était dans sa chambre, que tout allait bien. Donc, même si notre bébé dort bien, il se peut que l'on ait quand même les nuits qui soient perturbées et pas comme avant, ce qui peut favoriser les déséquilibres. Parce que, comme je le répète assez souvent, c'est vraiment durant la nuit que votre corps va se régénérer en profondeur et que toutes les régulations hormonales s'opèrent. Donc si on n'a pas un bon sommeil, déjà on a de grandes chances d'avoir des dérèglements au niveau de nos hormones. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que qui dit manque de sommeil dit augmentation du cortisol. Et le cortisol, un excès de cortisol peut aussi perturber le fonctionnement de la thyroïde et la régulation hormonale à ce niveau-là. Donc, ça rejoint le stress parce que qui dit excès de stress, surmenage, dit également augmentation du taux de cortisol. Et le cortisol ralentit la conversion de la T4 à la T3. Donc j'ai envie de dire à partir de là,
Il y a plein de choses qui s'expliquent, ok? Donc moi, j'étais dans ce cadre-là. J'étais dans le cadre où, depuis qu'Arthur est là, les nuits n'étaient pas forcément revenues comme avant, où j'avais plus de mal à lâcher prise et où j'ai eu aussi beaucoup de mal à retrouver mon équilibre. Et même encore maintenant, je dirais que c'est pas évident pour moi parce qu'en fait, j'ai eu tout de suite en fait un amour fou pour Arthur. Sauf que forcément, qui dit amour fou dit pour moi en tout cas état d'hypervigilance parce que j'avais en permanence peur qu'il lui arrive quelque chose. Et donc voilà, ça m'a créé un peu une sorte, vous voyez, d'angoisse un peu de fond comme ça, enfin d'anxiété de fond. Ce qui fait que je pense que ça, voilà, d'une part, ça me crée une sorte d'anxiété et de stress de fond, malgré tout ce que je mets en place, malgré voilà, ma pratique du yoga, de la méditation. Et je pense qu'en fait, heureusement que j'ai tout ça, parce que sinon, ça pourrait vraiment être bien pire. Et là encore, maintenant, ça va mieux. Il a 14 mois, ça va beaucoup mieux. Mais au début, c'était très, très compliqué pour moi. Et aussi, ce que je dois ajouter, c'est que forcément, un bébé, ça te perturbe complètement ton équilibre, ta manière de vivre. Et moi, je suis une personne vraiment qui est indépendante, qui aime suivre son propre rythme, qui a besoin, en fait, d'avoir toujours le même rythme. Et en fait, là, forcément, quand tu as un bébé, tu peux plus te permettre d'avoir toujours le même rythme. C'est lui qui te dicte ton rythme, quoi. Si un jour, il te dit, je suis réveillée à 7 heures, à 7 heures, tu te lèves et tu dois t'occuper de lui. Et tant pis pour ton yoga et ta méditation, tu le feras après ou tu le feras quand tu auras un petit moment. Mais donc voilà, donc c'est plein de choses qui ont fait que c'était très compliqué pour moi, que ça allait même encore un peu maintenant parce que j'ai dû complètement en fait revoir mon rythme, revoir mes habitudes. Je suis en perpétuelle adaptation en fonction de lui, de ses besoins et c'est vraiment pas évident. Et j'ai vraiment senti en fait que ça m'a mis une sorte de charge, vous voyez, mentale, inconsciente, indirecte. Et je dis bien que c'est indirect parce que tout ça, je le fais dans le plaisir en fait. C'est ça qui est assez fou et je pense ça rejoint beaucoup, vous savez, ce fameux... on dit toujours que la maternité, c'est très ambivalent. La fameuse ambivalence de la maternité. Moi, c'est ça en fait, c'est que je suis très heureuse de faire tout ça. Je suis très heureuse de me lever pour m'occuper de mon bébé et tout. Mais il y a une partie de moi parfois qui est frustrée parce que je me dis « Ah, il est déjà telle heure. » Et là, j'ai pas pu faire mon yoga, ma méditation, tant pis, je me mets au travail. Enfin, vous voyez, je peux pas suivre mon rythme comme j'avais avant, donc je suis en perpétuelle adaptation. Et ça, je pense qu'indirectement, ça me crée une sorte de frustration de fond, même si bien évidemment j'en suis consciente et j'y travaille. Et aussi, je me suis mis beaucoup de stress là depuis qu'il est arrivé au niveau du travail. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place dans mon travail, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ce que je voulais développer, etc. Et donc je pense que je me suis mis beaucoup de stress et que je me suis en fait indirectement surmenée. Et je pense que tout ça, tous ces facteurs-là, la fatigue, le stress, un peu de surmenage de fond, etc. Couplé au fait que je sois une très grande sportive, je pense qu'en fait, ça participe à dérégler ma thyroïde. Parce que vraiment, au niveau de l'alimentation, je sais que j'ai une très bonne alimentation. Je ne l'ai pas changée par rapport à avant. Et pour tout vous dire, là, cet été, je faisais 1,5 kg de moins. Donc en fait, ça s'est vraiment joué là au moment de l'automne et de l'hiver. Et d'ailleurs, je me demande aussi si les saisons n'ont pas une incidence directe ou indirecte sur notre thyroïde et notre métabolisme parce que clairement, mais là, il aurait fallu que je fasse des prises de sang aussi à ces moments-là, les années passées. Mais ça a toujours été le cas, si vous voulez, pour moi, que l'hiver, je fasse 2 kilos de plus que l'été et ce sans ne rien changer. C'est-à-dire que autant il y a des personnes, elles te disent « Ah bah oui, moi je prends 2-3 kilos l'hiver, mais c'est normal, c'est parce que clairement je mange plus. » Moi non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que je mange de manière complètement déraisonnée, plus gras, etc. en hiver. Non, c'est vraiment pas le cas. Et en plus, j'ai le même niveau d'activité physique. Donc voilà, moi, ce que j'ai vraiment remarqué et ce que j'ai vraiment en fait pointé du doigt, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'est la fatigue, c'est le surmenage et le stress, mais en fait, un petit peu comme ça, en sous-marin, quoi, indirectement. Mais c'est là où en fait, je vous dis, c'est hyper important de toujours être à l'écoute de son corps parce que, vous voyez, tout ça, ça m'a permis en fait de me re-questionner, de me remettre en question et de me dire, en fait, tu vois, ton corps n'a encore pas, et toi aussi, psychologiquement, énergétiquement, tu n'as encore pas retrouvé tout à fait ton équilibre d'avant. Et donc, tu dois encore mettre en place des choses, des changements pour véritablement te sentir bien.
Donc c'est hyper important, vous voyez, c'est hyper important. Donc vous aussi, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de vous expliquer, vous devez vous remettre en question. Qu'est-ce qui fait que je favorise ce déséquilibre-là? Est-ce que c'est mon alimentation? Parce que bien évidemment, moi j'ai dit que mon alimentation, elle était bien. Mais si par exemple, vous mangez trop gras, que vous mangez gras le matin et protéiné le matin, bah ça déjà c'est pareil, ça sature la digestion, ça peut favoriser les déséquilibres. Si vous prenez 3 cafés par jour, si vous prenez du café à la fin de vos repas, si vous mangez beaucoup de produits laitiers, en fait tout ça c'est des choses qui perturbent le bon fonctionnement de l'organisme. Si vous allez vous coucher après 23 heures et que vous dormez que 7 heures par nuit, bah en fait on peut se dire oh c'est normal, ça va. Bah non, c'est déjà peut-être en fait pas assez pour votre corps et ça favorise peut-être déjà aussi son déséquilibre. Si vous avez un métier sédentaire et que vous faites à peine 30 minutes de marche par jour, ben ça aussi, ça favorise le déséquilibre. Ce qui est hyper important de comprendre aussi, c'est que vous, comment vous allez être dans votre hygiène de vie, bah, ça va se calquer sur votre corps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à votre corps de fonctionner de façon optimale et d'être hyper dynamique si vous êtes au ralenti et que vous êtes tout mou, que vous ne faites pas d'activité physique. Voilà, donc en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que plus vous allez être dynamique et vous mettre en mouvement, plus dans le corps, ça va être dynamique et ça va être en mouvement. Et donc, plus ça va vous motiver à être dynamique et à être en mouvement. C'est ce qu'on a. En fait, le corps, les émotions, la santé, ça fonctionne beaucoup par cercle vertueux ou par cercle vicieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à comprendre parce qu'en fait, à partir du moment où tu comprends ça, bah, tu comprends que tu ne dois pas attendre après ton corps pour aller mieux. Tu dois en fait, toi, te prendre par la main et mettre en place des choses pour que tu puisses commencer à voir des changements dans ton corps qui vont te motiver à te sentir mieux, etc. et à aller plus loin dans tout ce que tu mets en place. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on peut mettre en place et qu'est-ce que justement la naturopathie va nous conseiller de mettre en place ou d'ajouter en tout cas comme aide après avoir mis en place des changements dans notre hygiène de vie pour nous aider à retrouver l'équilibre ou en tout cas pour aider notre thyroïde à fonctionner de façon optimale. Alors, vous devez vous en douter, la première chose dont on va parler, c'est l'iode. Effectivement, l'iode, c'est ce qui va directement permettre à la thyroïde de fonctionner de façon optimale. C'est vraiment la matière première pour fabriquer la T3 et la T4. Donc, soit vous pouvez vous complémenter, soit vous pouvez aussi en retrouver dans les algues, dans le poisson. Donc, allez-y sur les petits poissons gras. Vous pouvez trouver des algues, vous savez, séchées, que vous pouvez mettre sur vos plats. On en trouve beaucoup en magasin bio. Vous pouvez trouver aussi, moi j'achète beaucoup du tartare d'algues, c'est très bon, j'en mets sur mes légumes. Et ne pas hésiter à saler avec un sel de qualité non transformé vos plats. Un petit peu, pas excessivement, mais voilà. Le sélénium, alors lui, il va être hyper important en fait pour cette conversion entre la T4 et la T3. Donc ça, c'est hyper important aussi. Alors au début, moi, vous savez justement, parce que je vais vous faire un petit parallèle entre ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Au début, j'avais testé de me complémenter avec l'iode que TerraVita m'avait envoyé. Et alors, comme j'avais pris plein de choses en même temps, parce que j'étais tellement motivée à retrouver mon équilibre et à aider ma thyroïde, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, par un moment, j'ai tout arrêté et j'ai réintroduit des choses au fur et à mesure. Et donc, l'iode, je l'ai arrêté parce que finalement, après, j'ai introduit le complexe multivitamine de TerraVita. Et il se trouve que je me suis rendu compte que ça m'allait beaucoup mieux. Et dedans, il y a un peu d'iode et du sélénium. Et du coup, j'ai trouvé que ça me convenait beaucoup mieux. Et bizarrement que là, depuis que j'ai mis en place tout ce que j'ai mis en place depuis quelques jours, ça va quand même mieux et j'ai même perdu un tout petit peu de poids. J'ai perdu genre 500 grammes. Alors, c'est pas énorme, mais quand même, ça montre que les choses qui ont été mises en place, le corps y est réceptif. Donc, voilà, l'iode, j'en ai pas forcément repris pur, mais il y en a dans le complexe multivitamine de TerraVita que je prends au quotidien. Je suis allée les chercher finalement pour vous les montrer. Donc, le multivitamine complexe de TerraVita, comme je vous disais, il contient plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il contient aussi, vous savez, du zinc, de la vitamine D et de la vitamine C, il me semble. Non, mais il contient sélénium.
sélénium, iode, comme je vous le disais, et du zinc et de la vitamine D, ce qui est hyper important aussi pour le système immunitaire et le métabolisme. En fait, moi, je vous conseille vraiment plutôt de prendre le multivitamine complexe parce que dedans, vous allez avoir l'iode, le sélénium, le zinc, vous allez avoir plein de choses. Alors, dedans, il n'y a pas de fer. Le fer, c'est quand même important que vous regardiez aussi votre dosage de fer parce que clairement, si vous avez une carence en ferritine, que vous n'avez pas assez de ferritine, ça va créer une mauvaise oxygénation et ça peut favoriser aussi ce ralentissement au niveau du métabolisme. Donc, vérifiez bien votre taux de fer, c'est hyper important. Et complémentez-vous en fer si vous voyez qu'il y a une carence à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, avec ça, plus du fer si besoin, ça va déjà nettement aider votre corps. Et je me complémente également en magnésium. Je prends le magnésium bisglycinate de TerraVita. J'en prends 2 gélules chaque soir. Et je prends également les oméga 3 vegan de chez TerraVita. Je prends une gélule le soir. Et en fait, ça va permettre de réduire l'inflammation, de réduire le stress, d'apaiser le système nerveux. Et ça aussi, ça va favoriser un meilleur fonctionnement du métabolisme en général. Donc ça, c'est vraiment tout ce que je prends d'un point de vue complément alimentaire. Donc je prends du fer le matin. Je prends le complexe multivitamine le midi. Et le soir, je prends le magnésium bisglycinate et les oméga 3 vegan de chez TerraVita. Je vous mettrai toutes les références sous la vidéo. Et en plus, n'hésitez pas, vous avez moins 10% avec mon code Mélanie10. Donc ça, c'est valable toute l'année. Toute l'année, si vous voulez commander chez TerraVita, vous faire plaisir, avoir des compléments alimentaires de qualité, sachez que vous avez moins 10% avec mon code Mélanie10. Ensuite, en gémothérapie, on peut également prendre des choses. On peut prendre du romarin pour aider à un meilleur fonctionnement du foie, avoir un côté tonique qui va être assez intéressant, notamment si vous avez une sensation de fatigue, etc. Et du cassis. Le bourgeon de cassis, en fait, c'est pareil, c'est un grand tonique, c'est un anti-inflammatoire. Et voilà, il a vraiment ce côté stimulant qui va être intéressant, encore une fois, quand on a le métabolisme qui est un peu au ralenti. Il a également un effet anti-inflammatoire qui peut être intéressant parce que, comme je vous le disais, plus il va y avoir de l'inflammation dans le corps, plus ça va perturber le bon fonctionnement de la thyroïde et notamment la conversion entre la T4 et la T3. Donc les bourgeons de plantes, ils vont vraiment venir agir en profondeur sur le terrain et donc moi je conseille plus particulièrement le cassis et le romarin. Le figuier également peut être hyper intéressant, vous savez, hein, ça c'est un des grands bourgeons qu'on ressort à chaque fois et dont je parle aussi beaucoup, simplement parce que lui, il a vraiment une action régulatrice au niveau de l'hypophyse, au niveau glandulaire, et il a vraiment une action de détente, il permet vraiment de faire lâcher prise en profondeur le système nerveux, de faire lâcher prise d'un point de vue émotionnel, énergétique, et ça peut être hyper pertinent, notamment si vous sentez que vous avez beaucoup de stress, de surmenage, et que vous voulez agir sur cette détente corporelle en profondeur pour que votre corps puisse bien se détendre et bien récupérer la nuit. Parce qu'encore une fois, plus votre corps va être détendu et bien récupérer la nuit, meilleure sera la régulation hormonale. Et enfin, on peut aussi prendre des plantes adaptogènes. Alors moi, j'avais commencé avec la maca de chez TerraVita, mais en fait, je me suis aperçue que ça ne me convenait pas tant que ça. Ou alors, comme je vous dis, hein, j'ai pris tellement de trucs d'un coup et mon corps n'est tellement pas habitué. Et comme je suis très sensible et que je réagis très fortement, je pense que j'ai trop pris d'un coup. Mais j'avais commencé la maca et j'ai arrêté parce que voilà, j'avais trop pris de choses d'un coup. Mais en gros, les plantes adaptogènes, elles vont être intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles aident l'organisme à le rendre plus résistant face au stress et elles vont contrebalancer un petit peu cette surproduction de cortisol qu'on peut avoir quand on est fatigué ou quand on est stressé. Donc encore une fois, qui dit faire baisser le taux de cortisol dit meilleure conversion entre T4 et T3 et ça va aider également à recharger vos surrénales. Et ça c'est hyper important aussi parce que si le système surrénalien est fatigué, est épuisé, forcément c'est tout le métabolisme qui s'en trouve perturbé, dont les hormones et notamment la thyroïde. Donc par exemple, vous pouvez prendre de l'ashwagandha, de la rhodiola, vous pouvez prendre la maca dont je vous parlais, le basilic sacré, etc. Tout ça, c'est des plantes qui vont vraiment aller recharger en profondeur et aider l'organisme à diminuer la charge de stress intérieur et l'aider vraiment à se recharger, à s'adapter
et à se réguler aussi. C'est ça qu'on cherche finalement. Donc notamment justement, tout à l'heure je vous parlais de Theravita. Theravita, il propose de la maca, de l'ashwagandha sous différentes formes en plus. Vous avez en forme de poudre, en gélule, en gummies. Donc vraiment, vous pouvez trouver la forme qui vous convient. Et ça peut être aussi intéressant du coup de se complémenter avec des plantes adaptogènes. Et vous savez, moi j'adore aussi vous parler en aromathérapie parce que j'adore les huiles essentielles. Et donc l'huile essentielle qu'on va utiliser pour aller stimuler un petit peu la thyroïde, c'est l'huile essentielle de myrte vert qui a vraiment en fait une action, qui a vraiment une action en fait de stimulation au niveau de la thyroïde et qu'on va vraiment recommander quand il y a soit des thyroïdes un peu au ralenti, un peu paresseuses, soit aussi quand il y a des cycles irréguliers avec des ovaires un petit peu paresseux, des retards d'ovulation, etc. Donc l'huile essentielle de myrte vert. Et d'ailleurs, j'ai prévu de vous faire un réel à ce sujet, donc pensez à vous abonner à mon compte Insta parce que c'est là où je fais en gros tous les réels sur les huiles essentielles. Et donc, je vais vous expliquer comment l'utiliser pour ces indications-là et avec quelles autres huiles essentielles vous pouvez l'associer. Mais en gros, c'est simple, on va la diluer. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est diluer 2 gouttes dans un point d'huile végétale et en appliquer au niveau de la thyroïde. Mais c'est encore mieux quand c'est associé avec d'autres huiles essentielles. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai vraiment pas mal passé le sujet là de fond en comble. En tout cas, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager vous, vos retours d'expérience que vous avez pu vivre par rapport à ça. Si vous avez vécu des choses similaires, je sais que sur Insta, vous étiez quand même assez nombreuses à réagir par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit, je vous mets dans la description les liens vers Theravita, vers les gélules, tout ce que vous pouvez prendre pour vous complémenter. Pour tout ce qui est bourgeon de plantes, j'ai aussi un code, je vous mettrai dans la description. En tout cas, voilà, c'était hyper important, je trouve, de revenir sur sur le fait et d'insister sur le fait que c'est pas parce que vous faites une prise de sang que c'est dans la norme, que tout va bien et qu'il faut parfois aller chercher un petit peu plus loin. Et donc là, le but, c'est aussi de revoir un petit peu justement ces fourchettes au niveau de la TSH et à vous inviter, encore une fois, à toujours aller chercher au-delà du nom de la maladie. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas à « Oh, mais moi, j'ai les symptômes là parce que j'ai une hypothyroïdie ». Non, ça veut rien dire. Clairement, ça veut rien dire. Je sais que la médecine moderne, elle fonctionne comme ça et elle vous invite à penser comme ça, mais ça ne sert strictement à rien en fait. Juste à vous rassurer, à vous dire « Ah mais j'ai ces symptômes-là parce que j'ai de l'hypothyroïdie ». Non. Demandez-vous qu'est-ce que je fais dans mon hygiène de vie. Ce que je voulais aussi vous partager, vous voyez, dans cette vidéo-là, c'est toute la démarche que j'ai eue en tant que naturopathe. Alors bien évidemment, c'est mon métier et si vous vous sentez perdu, je vous rappelle que vous pouvez aller consulter des bons naturopathes. Vous pouvez faire appel à moi. Je propose des accompagnements en ligne sur 4 mois. Donc, vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels de santé, enfin des professionnels du bien-être. Attention, on va encore se faire taper dessus sinon. Qui ont cette vision-là et qui vont, en fonction de tout ce que vous allez leur dire, qui vont comprendre et pointer du doigt causes primaires, d'accord ? Les leviers sur lesquels agir pour vous aider à retrouver l'équilibre. Ok ? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet de santé et de bien-être au naturel. Pensez à vous abonner, ça fait plaisir et surtout ça va me motiver à vous produire d'autres contenus intéressants sur la santé et le bien-être. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!